15 technologies anciennes que la science ne peut pas expliquer. Lorsque vous effectuez une recherche sur Google concernant des artefacts anciens inexplicables, vous êtes dirigé vers des centaines de sites qui vous montrent des choses déconcertantes, certaines liées aux extraterrestres, aux voyages dans le temps et aux activités paranormales. Cependant, une fois que l'on sépare le grain de l'ivraie, il reste quelques objets et inventions réels et très anciens, découverts par des archéologues ou décrits dans des chroniques, qui continuent d'intriguer les scientifiques et les historiens, non pas parce qu'ils seraient d'origine extraterrestre, mais parce qu'on ignore leur usage ou que leur formule s'est perdue. Deux exemples classiques sont le feu grégeois et le béton romain. Le feu grégeois brûlait même sous l'eau, et on ne sait pas comment il le faisait, mais il a contribué à la domination des mers par l'Empire byzantin. La recette du béton romain a également été perdue, et la science a lutté sans succès pour établir la formule de ce matériau qui dépasse déjà 2000 ans de durée dans de nombreuses œuvres existantes de la Rome impériale. Dans cette vidéo, nous avons sélectionné les 15 inventions, dispositifs et technologies les plus anciennes qui continuent d'étonner la science et qui prouvent que les cultures de l'Antiquité ont réalisé des choses très avancées et surprenantes. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications pour rester informé de nos mises à jour. Numéro 1. Béton romain. L'opus cementitium était un matériau de construction romain ressemblant à du béton que les bâtisseurs de l'ancienne Rome fabriquaient sur site en mélangeant des mortiers de chaux avec des cendres volcaniques et des gravillons. Il était utilisé comme matériau de coffrage et comme remplissage entre deux murs et a été la clé de la durabilité d'œuvres légendaires comme le Panthéon d'Agrippa et la basilique de Magence. De même, plusieurs digues romaines ont résisté aux assauts de la mer pendant plus de 20 siècles grâce à ce béton de recette inconnue. Le pont Fabricio, qui relie une rive du Tibre à l'île Tibérine, et le port hexagonal de Trajan, où déchargeaient les navires approvisionnant la capitale impériale, restent intacts, tandis que des constructions en béton moderne ne dépassent pas les 200 ans. L'ardeur de conquête et la civilisatrice de l'Empire romain l'ont amené à construire 85 000 kilomètres de routes, avec d'innombrables ponts, aqueducs, ports, amphithéâtres, thermes et autres œuvres qui n'auraient été possibles que grâce au béton romain, dont la formule exacte n'a pas pu être élucidée. Numéro 2. Feu grégeois. Un feu qui non seulement ne s'éteignait pas à l'eau, mais qui était capable de brûler sur et même sous la mer, devait être la technologie la plus convoitée par les puissances rivalisant avec l'Empire byzantin. Ce feu infernal était tiré d'un bateau à un autre et consumait le navire ennemi et son équipage. Il est appelé feu grégeois car son invention est attribuée à Kallinikos, un inventeur grec byzantin du 7e siècle, et il est également connu sous le nom de feu marin, feu romain, feu de guerre et liquide. Son utilisation a aidé l'Empire romain d'Orient à dominer la Méditerranée orientale, bien qu'il ait également été utilisé sur terre, permettant à Byzance de repousser 2 sièges musulmans. Les Byzantins le lançaient sous forme de liquide enflammé par le biais de siphons pressurisés, et les croisés européens furent si stupéfaits lorsqu'ils l'ont découvert qu'ils l'ont attribué à de la sorcellerie. C'était le secret militaire le mieux gardé par les Byzantins, et la recette a été perdue sans qu'elle ait jamais été connue. On suppose qu'elle contenait du pétrole, du soufre, de la chaux et du nitrate. En 2002, National Geographic a élaboré une version mélangeant du pétrole et de la résine de pin. Numéro 3. Acier de Damas. Près de 1000 ans après son invention, les spécialistes de la métallurgie continuent à débattre de la technique de fabrication de l'acier de Damas, également appelé damacé. À une époque où il n'était pas facile d'aiguiser une épée, encore moins sur les champs de bataille, avoir une arme qui ne perdait jamais son tranchant vous offrait un avantage considérable. C'était un acier au chrysol fabriqué au Moyen-Orient, qui tire son nom de la capitale du califat omeyyadé, et les épées fabriquées avec ce matériau sont devenues célèbres en Europe pour leur tranchant presque éternel, leur flexibilité et leur grande dureté. Ces épées ont été fabriquées entre les Xe et XVIIIe siècles, et les croisés furent très impressionnés lorsqu'ils virent qu'elles pouvaient couper un morceau de soie en plein vol, ouvrir une roche sans perdre leur tranchant et plier à 90 degrés. La métallurgie moderne, malgré tous ses progrès,
n'a pas pu établir la formule de fabrication de l'acier de Damas. Peu de choses se savent à ce sujet, si ce n'est que les carbures précipités en formant des bandes de microparticules, leur conférant leurs caractéristiques de dureté et de flexibilité. Numéro 4. Mécanisme d'Anticythère. En 1901, des pêcheurs d'éponges marines furent surpris par une tempête et se réfugièrent sur l'île grecque d'Anticythère. Une fois là-bas, ils décidèrent d'essayer leur chance avec la pêche, mais oublièrent les éponges lorsqu'ils trouvèrent une épave et un trésor de monnaie et d'objets de valeur. Mais ce qu'ils trouvèrent de plus précieux, du point de vue historique et scientifique, était un mécanisme d'engrenage qui intrigue la science depuis plus de 120 ans. La pièce en bronze comportait une telle quantité d'engrenages et de dents dans chaque roue qu'il semblait impossible qu'elle ait été construite en 87 avant Jésus-Christ, année à laquelle elle a été datée. Le mécanisme d'Anticythère est appelé le premier ordinateur analogique de l'histoire, et les recherches menées au cours des 20e et 21e siècles ont permis d'établir qu'il était utilisé pour suivre les mouvements des corps célestes et prédire les éclipses. Il n'a pas été complètement déchiffré, car il n'est pas complet, et l'on pense que certaines de ces pièces sont toujours au fond de la mer. Numéro 5. Pilier de fer inoxydable de Delhi. À Delhi, en Inde, il y a un pilier de fer de plus de 1600 ans qui a étonné les spécialistes depuis des siècles. Il mesure 7,2 mètres de hauteur et 41 cm de diamètre à sa base et se rétrécit vers le haut. C'est un excellent témoignage de l'histoire de la métallurgie et une preuve du haut niveau de maîtrise et de sophistication atteint par les anciens métallurgistes indiens, en particulier dans la fonte du fer. Sa principale caractéristique est qu'il n'est pas affecté par le phénomène implacable de l'oxydation, malgré ses 16 siècles à l'extérieur. L'absence de corrosion est attribuée à une pureté inhabituelle du matériau constitutif, équivalente à 98% de fer métallique, ainsi qu'à la formation d'une couche protectrice de faible porosité au cours de plus d'un millénaire et demi. Le pilier de fer de Delhi a été déclaré patrimoine mondial et a dû être protégé, avec une balustrade de faible hauteur, du fervent superstition et des sueurs et respirations des visiteurs qui l'enlaçaient pour capter sa bonne fortune. Numéro 6. Sismographe de Changeng. Le premier appareil pour détecter les tremblements de terre était une jarre métallique dorée mat, ornée extérieurement de dragons et gardée par des grenouilles disposées tout autour. Il a été inventé en 132 après Jésus-Christ par le polymathe chinois Chang Hen, qui a également créé un télescope et était également peintre et écrivain. Chang a laissé la cour impériale chinoise stupéfaite lorsqu'il a présenté son invention, qui pouvait détecter des séismes si éloignés que personne se trouvant plus près des épicentres ne les ressentait même. C'était un dispositif astucieux et sympathique, avec la forme d'un vase, qui avait dans sa paroi extérieure une série de têtes de dragons en bronze. Les dragons avaient les bouches partiellement orientées vers le bas, et à l'intérieur se trouvaient de petites sphères de bronze. Les perturbations terrestres faisaient sortir les boules de la bouche du dragon et tombaient dans celle de la grenouille. En fonction de l'emplacement autour du vase de la paire dragon-grenouille par laquelle la boule était passée, on connaissait approximativement la direction du tremblement de terre. Ce dispositif était un précurseur du sismographe, et bien qu'il ne puisse pas mesurer l'ampleur des tremblements de terre, il indiquait leur occurrence et leur direction approximative. Nombre 7. Espadas Ulfkavert. Ce sont les noms donnés à environ 170 épées entre les siècles 9 et 11, trouvées en Europe, et portant l'inscription BLF Verd ou des variantes légères de celle-ci. Au fil du temps, le nom d'Ulfverd est devenu une sorte de marque déposée, gravée sur les armes pendant plusieurs siècles par les forgerons francs. Elles ont été fabriquées pendant la période de transition entre l'épée viking et celle utilisée par les chevaliers pendant la haute époque médiévale, et elles sont considérées comme les initiateurs de la tradition médiévale de faire des inscriptions sur les lames des armes. Lorsque les spécialistes ont trouvé les pièces, ils ont été surpris par la pureté du métal, dont la technologie de fabrication était censée ne l'être qu'en Europe 8 siècles plus tard. On pense qu'elles auraient pu être fabriquées par les Vikings en apprenant la technique des métallurgistes et forgerons qui connaissaient la production et la forge de l'acier de Damas. En 2014, on a trouvé l'inscription pour Allah dans une tombe viking du siècle IX en Scandinavie.
Cette inscription a été considérée comme un possible pont entre la période des Vikings en Scandinavie et le tau-monde islamique, qui aurait atteint au moins la technologie de fabrication des épées. Numéro 8. Disco de Festo. Il s'agit d'un disque de argile des fins de l'époque du bronze, qui a été gravé sur les deux faces, avec des sceaux typographiques en relief sur le matériau mou et ensuite durci par cuit. Il a été trouvé en 1908 par l'archéologue italien Luigi Pernier au palais minoique de Festo, au sud de Crète, et son texte imprimé en hélice n'a pu être déchiffré, restant l'un des grands mystères de l'archéologie. La pièce exposée au musée de Crète d'Héraclion n'a pas été gravée dans aucune des deux écritures minoïques connues, la linéaire A et la linéaire B, bien que 10 des 45 symptômes de l'alphabet étrange soient assimilables à ces formes d'expression. L'helléniste Garrett Allen Owens l'appelle la pierre de Rosette minoique, et certains experts lui attribuent une provenance non crétoise, peut-être de la culture cycladique, qui s'est développée aux îles Cycladiques du Mar Égée entre 3300 et 2110 ans avant notre ère. JC. Le texte contient 61 termes écrits avec les 45 symptômes de l'alphabet étrange, et on ignore même s'il faut lire la hélice de la droite vers la gauche ou à l'inverse. Nombre 9. Dodécaèdres romains. On les a trouvés partout en Europe, et ils ont été construits entre les siècles 2 et 3 avant. JC pendant la période de l'Empire romain, bien que les chroniques romaines ne les mentionnent pas. Ce sont des polyèdres creux de 12 faces, avec un grand orifice circulaire sur chacun. Ces orifices ont des tailles différentes et les objets ont une sorte de patin ou de manche à chaque sommet. On les a trouvés près de 100 partout en Europe, notamment en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, en Hongrie et au Pays de Galles, et la plupart sont en bronze, bien qu'une partie soit faite de lames fines de pierre. On a également trouvé un icosaèdre, un polygone de 20 faces, avec les mêmes caractéristiques. On ignore quelle était son utilité et on s'est aventuré à supposer qu'ils auraient pu être des candelabres, car on a trouvé des restes de cire à l'intérieur d'un d'eux. D'autres suppositions de fonction pointent vers un calibrateur de tuyauterie d'eau, une base multiple pour tenir l'aigle romaine et autres étendards de l'Empire, un dispositif d'astrologie ou un artefact religieux. Numéro 10. Esplanade de pierre de Costa Rica. Les scientifiques ont établi que ces immenses boules de pierre ont été laborieusement gravées par les autochtones qui vivaient en Costa Rica actuel pendant la période de transition entre le siècle JC et la période de la conquête espagnole. Mais ils ignorent pourquoi les ont faites. On suppose que jamais on ne le saura, entre autres choses, car les vandalismes a déplacé plusieurs de leurs emplacements originaux, rendant difficile l'évaluation des théories qui les relient à la calendrique et à la navigation. Évadés crédibles ont même volé certaines pierres avec l'espoir de trouver de l'or ou autre chose précieuse à l'intérieur. Le groupe est composé de plus de 500 esplanades de différents diamètres, sculptées par la culture du Diqui dans la plaine du delta du Rio du même nom, au sud de la Costa Rica. Ce qui surprend le plus est la perfection sphérique des pierres, considérant les technologies disponibles à l'époque. De plus, les boules sont organisées de manière abstraite, étrangère à tout modèle de disposition naturelle. Les plus petites sont de quelques centimètres, tandis que les plus grandes dépassent 2,5 mètres. Nombre 11. Manuscrit Voynich. En 1912, le libraire en livres anciens polono-américain Wilfrid M. Voynich a acheté pour presque rien dans la bibliothèque d'un collège jésuite italien un rare livre illustré, avec des dessins et des textes inintelligibles, tout fait à la main. Il n'avait aucun doute que l'un de ses parents pourrait déchiffrer et indiquer à quelle valeur, mais jusqu'à date d'aujourd'hui, on ne connaît ni l'alphabet, ni le langage, ni l'auteur. Le carbone 14 a permis de dater le parchemin de fabrication entre les années 1404 et 1438, et l'une des hypothèses est que Voynich a utilisé de vieilles peaux pour écrire le livre et le vendre comme une antiquité. D'autres versions suggèrent que par son style écrit et illustré, il a été élaboré en Europe centrale au siècle XV. Et on affirme que Rodolpho II de Habsbourg, empereur du Saint-Empire romain germanique, a payé 600 ducats d'or pour le manuscrit. Il a été analysé par les cryptographes et les linguistes du monde entier
concluant qu'il s'agit d'un chiffre sophistiqué, d'un dialecte inconnu ou d'un grossier tromperie. Il se trouve dans la bibliothèque Weinecke de l'université de Yale. 12. Coupe de Lycurgo. C'est la seule pièce du Empire romain élaborée en verre doré qui se soit conservée, un matériau qui a la propriété de diviser un faisceau de lumière monochromatique en plusieurs faisceaux de longueur d'onde et de couleurs différentes. La coupe du siècle IV adopte une couleur verte lorsqu'elle est éclairée du devant, changeant en rouge si elle est éclairée du derrière. C'est considéré comme l'objet de verre le plus spectaculaire de l'Empire romain. Le corps de verre est recouvert d'une grille métallique faite de figures qui reconstitue l'épisode mythologique où le roi Lycurgo a essayé de tuer Ambrosie et cette dernière est devenue en vie et l'a prisonné entre ses branches. C'est également la seule coupe de grille avec un art figuratif bien préservé. On ignore l'histoire de la pièce jusqu'à la moitié du siècle XIX, lorsque le riche clan européen Rothschild l'a achetée. En 1858, elle aurait été vendue pour 24 000 livres sterling au musée britannique, où elle est exposée. Nombre 13. La Eolipila. Cet ancien dispositif était la première machine à vapeur de l'histoire, et on croit qu'il n'était utilisé que comme jouet. L'eau était chauffée dans une chambre, et la vapeur transportée par des tuyaux vers une sphère fermée, à l'exception de 2 tuyaux courbés situés à des points opposés. La force de la vapeur faisait tourner la sphère selon la troisième loi de Newton, ou principe d'action-réaction. Elle a été conçue au 1er siècle par Héros d'Alexandrie, un mathématicien et ingénieur grec, considéré comme le plus grand expérimentateur de l'Antiquité, bien que beaucoup de ses textes et conceptions aient été perdus. Héros a également construit le premier moulin à vent et établi la formule qui porte son nom pour calculer l'aire d'un triangle avec seulement les longueurs de ses côtés. L'Eolipila tournait très rapidement grâce à l'étroitesse des tubes coudés, amusant les gens, en particulier les enfants. Raison pour laquelle Héros d'Alexandrie a été surnommé le magicien. Héros a également décrit l'orgao de Téti et l'odomètre, l'un des appareils les plus anciens pour mesurer des distances. Nombre 14. Lentille de Nimrod. C'est une pièce de cristal de roche de 38 mm de diamètre et 6 d'épaisseur, qui a plus de 3000 ans et est conservée au British Museum. Elle a été découverte en 1850 par Austin Henry Lajar, un voyageur, archéologue, diplomate et collectionneur britannique, au palais du nord-est d'Ashur-Nassir-Pal II, empereur assyrien qui régna entre 883 et 859 avant. Jean-Christophe Henry Lajar a découvert la bibliothèque d'Ashur-Nassir-Pal à Ninive et a excavé à Ain Brut, près du Tigre, dans l'actuel Irak, à environ 30 km de Mossoul. Les ruines de Nimrod ont été dynamitées par l'État islamique en 2015. À Nimrod, l'archéologue a sauvé une grande quantité de pièces, y compris la lentille, qui constitue la partie principale de la collection assyrienne du British Museum. On pense que la lentille de Nimrod aurait pu être le composant d'un ancien télescope ou dispositif d'observation astronomique, un élément de projection des rayons solaires ou une grande loupe. Nombre 15. Batterie de Bagdad. On a trouvé près de Bagdad d'étranges jarres en argile qui contenaient à l'intérieur un cylindre en cuivre fixé avec de l'asphalte et à l'intérieur de celui-ci une tige de fer qui dépassait. Les objets ont été datés du IIIe siècle et ensuite l'archéologue allemand Wilhelm König les a identifiés comme de possibles piles électriques. Par la suite, le dispositif a été mis en relation avec d'autres similaires trouvés en Mésopotamie et les spécialistes se sont demandé s'ils auraient été utilisés il y a 1800 ans pour les connecter en série et générer un courant électrique d'un certain voltage à partir d'un électrolyte. Au milieu du XXe siècle, William Gray, un ingénieur de General Electric, a réalisé un duplicata de la supposée batterie de Bagdad et l'a remplie de sulfate de cuivre, obtenant un courant de 2 volts. Les spécialistes pensent que les anciens Irakiens ont pu utiliser du jus de raisin ou un autre liquide électrolytique disponible à l'époque pour construire une pile électrique, bien avant qu'Alessandro Volta n'invente la sienne, à la fin du XVIIIe siècle. Lequel de ces inventions anciennes vous a semblé le plus surprenant? Pensez-vous que notre civilisation est la plus avancée de l'histoire? Ou que dans le passé, il existait des cultures très avancées dont les preuves se sont perdues?
Nous espérons que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez quelque chose à ajouter, veuillez le partager avec nous dans la section des commentaires. Aimez cette vidéo et envoyez le lien à vos proches et à vos meilleurs amis pour qu'ils en sachent aussi plus sur les 15 technologies anciennes que la science ne peut pas expliquer. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, qui seront ci-dessous dans la description. Rappelez-vous, un peuple qui ne connaît pas son histoire est condamné à la répéter.